Cher maître, je voudrais commencer nos entretiens par des gens que vous appréciez certainement beaucoup, des nuisibles, des constructeurs, Derrida, Foucault, et Derrida, je crois que vous l'avez dans votre jeunesse bien connu. J'ai bien connu toute cette génération, puisque, au fond, nous étions condisciples sur les bancs de la Cagne d'Henri IV, puis sur les bancs de la Cagne de Louis Grand, avant de faire notre entrée rue d'Ulm, c'était en 1950. Et c'est ainsi que je retrouvais rue d'Ulm ceux que j'avais cru pouvoir quitter à tout jamais en quittant les bancs de la Cagne. De qui s'agissait-il? De ceux qui allaient se faire une notoriété abusive sous le nom de déconstructeurs. Aujourd'hui, on vit dans un monde complètement déboussolé. Plus de règles, plus d'obligations, plus de contraintes, plus de lois, plus d'ordre, plus de discipline, plus d'autorité. Au point que il paraît que les Français en sont inquiets et qu'ils éprouvent une sorte de nostalgie de l'ordre. Mais que n'a-t-on fait dans ces années? En Cagne, j'avais comme voisin de pupitre un juif oranais que l'on m'avait demandé de bien vouloir chapitrer quelque peu pour lui apprendre les bonnes mœurs. C'était Étienne Borne. Qui m'avait demandé ça, c'était Étienne Borne, bien sûr. Et cet Étienne Borne prétendait que j'aurais peut-être plus de force persuasive que lui pour apprendre les bonnes manières de la vie en société et de la vie en université à cet Oranais particulièrement rebelle qui m'écoutait avec stupéfaction et qui concluait nos entretiens, car je jouais le jeu, lui ne jouait pas, par cette déclaration qui se voulait définitive: ce qu'on n'a pas la possibilité de s'approprier intellectuellement, il faut avoir le courage de le détruire. Et il me disait, tu vois, je passerai toute ma vie à détruire ce que tu considères comme devoir être conservé et transmis. L'héritage culturel gréco-latin lui semblait passible de destruction parce que en opposition à la libération de l'esprit à laquelle il rêvait. Car en effet, qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Détruire, déconstruction. On a fait un sort à un mot utilisé par Heidegger dans Sein und Zeit, chapitre 7, où il dit qu'il faut savoir pratiquer l'abao, c'est-à-dire la déconstruction, dans la mesure où on peut par là même permettre au concept de retrouver des problématiques oubliées. La problématique oubliée, c'était celle de l'être. Je veux dire que dans les années 45, l'être était en grande cherté. On était dans la lecture de Sartre avec la nausée, ce qui voulait dire que, et avec ce qui voulait dire que l'être, au lieu de nous donner
la joie gratifiante d'une communion avec la source même de tout ce qui est, l'être, était réputé nauséeux. Ce qu'en effet décrit Sartre dans sa nouvelle La nausée, c'est que cette méditation sur la racine de marronnier qui effleure du sol pour faire saillie sur le terrain, ce n'est pas l'être qui fonde, l'être qui assoit, l'être qui installe, l'être qui autorise, c'est l'être nauséeux qui ne peut nous provoquer qu'à la répugnance par ce surcroît d'existence et cette plénitude auquel il prétend et qui n'est au fond que chose à détruire et dont il faut se libérer. Alors voilà, on voulait bien pratiquer la déconstruction selon Martin Heidegger en s'interrogeant sur les différentes acceptions de l'être. Conjuguer l'être à tous les temps et à tous les modes du verbe, et voir ainsi ce que cette flexion autorisait d'expérience propre. Mais Derrida et ses ouailles n'entendaient pas s'en tenir à ça. Ayant en effet pratiqué moi-même cette analyse critique de l'être, je concevais ce qu'elle pouvait avoir de libérateur pour un esprit critique. Mais je me souviens encore des avertissements véhéments de celui qui était sans doute un des derniers maîtres à penser du quartier latin, Maurice Blanchot, lequel nous réunissait dans quelque arrière-café de Saint-Germain-des-Prés pour nous donner ses propres conseils. Et Blanchot nous disait: jeunes gens, je vous en supplie, sachez limiter la déconstruction à l'extrême, qu'elle porte sur un concept, celui de l'être, qui est trop encombré de métaphysique et de théologie, et qu'il faut savoir en quelque sorte affranchir et libérer, mais tenez-vous à cette déconstruction et n'allez pas pratiquer une déconstruction à tout crin, comme certains d'entre vous ont déjà envie de le faire. La déconstruction généralisée, ce sera la mort de l'esprit, nous disait Blanchot. Devant les outrances de Derrida, qui entendait bien faire de la déconstruction sa méthode même de travail. C'était dans cet entre-deux, entre la Cagne, où l'on était encore encadré par de bons maîtres qui évitaient les extravagances. Étienne Borne, par exemple, ou encore Jean Beaupré, ou encore Henri Biraud, tous ceux qui, précisément, savaient raison garder et apporter un tempérament à cette outrance destructrice. Mais, justement, dans ce passage de la Cagne à l'école, je vis Derrida
se donner une sorte d'élan, d'impétuosité, qui n'était pas celle d'un ange, mais celle d'un démon. Il fallait pousser la déconstruction à toutes ses limites, à toutes ses extrémités, la pratiquer systématiquement. Car il lui semblait que c'était dans la déconstruction du droit, dans la déconstruction de la morale, dans la déconstruction de l'esthétique, dans la déconstruction de la musique, dans la déconstruction de tout ce qui se donne encore des règles ou des lois, qu'on avait des chances de donner cette liberté dont l'esprit avait besoin. Donc, la déconstruction, c'était un filon interprétatif et une source d'inspiration. C'était l'esprit libéré. Or, cela me valut, avec Derrida, des passes d'armes assez épiques, assez violentes. Heureusement que Derrida obtint à ce moment-là une bourse pour les États-Unis, où il alla éprouver sa fureur déconstructrice. Et quand il revint des États-Unis, ce fut pour me dire qu'il n'avait pas changé d'un pouce de sa résolution, car il lui semblait que la voie était ouverte à cette déconstruction généralisée. Et c'est ainsi que l'on s'achemina vers un triste événement, une mascarade hideuse, indécente, obscène, mai 68. Mai 68, c'était au fond la consécration de la déconstruction derridéenne. Derrida, évidemment, était porté sur un pavois, mais avec lui Deleuze, avec lui Michel Foucault, avec lui Pierre Bourdieu, et ils furent bientôt les 4 cavaliers de cet apocalypse du néant qui célébrèrent cet événement hideux et obscène, et que fut ce carnaval de l'université qui se prostitua dans des gesticulations complètement immondes en 68. 68, pour moi, qu'est-ce que ce fut? Le retour de Derrida, oui, bien sûr, et en même temps, la promotion de Bourdieu et de Foucault. Mais c'était quoi exactement? J'étais, à l'époque, simple professeur de Cagnes au lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Et quand vint l'événement, ce happening, comme disait la presse bien pensante, dont devait résulter une régénérescence. Cette happening qui devait produire un printemps. C'est comme ça qu'il voyait précisément mai 68, le happening. Je n'en fis rien et je puis savoir à mes cagneux que je continuerai à donner mon enseignement, quelles que soient les réquisitions des syndicats et des ordres de grève. Et c'est ainsi qu'en on vint à cette situation tout à fait ubuesque que je recevais de la part du proviseur du lycée et du recteur d'académie l'ordre impératif de cesser mes cours. Je téléphonais au recteur. Monsieur le recteur, il y a des ordres auxquels un fonctionnaire digne de ce nom a le devoir de désobéir. Vous m'avez compris. Et je raccrochais.
et j'ai continué mon cours comme si rien n'était. Le recteur ordonna au proviseur de faire fermer toutes les entrées du lycée pour que je ne puisse plus y avoir accès. J'allais avec une belle affiche que je placardais sur la porte d'entrée en disant que devant la défaillance de l'autorité académique et l'écroulement du pouvoir politique, je continuerai mon cours dans mon jardin d'Orsine. Jardin que je louais avec une petite villa pour y abriter mon épouse et mes 3 enfants. Ainsi donc, j'avais dit non à la chienlit. Malgré le blâme de toutes les autorités académiques, qui s'étaient discréditées définitivement à mes yeux et qui jamais, depuis lors, n'ont su remonter la pente. Car quand on s'abaisse à de tels reniements, comment par après pourrait-on redresser le courant? Toujours est-il que le petit incident du lycée Blaise Pascal faisait du bruit. Du bruit au plan local, bien sûr, mais du bruit même au plan national. La presse s'en était emparée. Qu'est-ce qui se passe? Une anomalie. Un normalien agrégé qui se permet une telle incongruité, une telle indécence, dire non au SNES Sup qui enfin avait trouvé son inspiration et sa régénérescence dans cette contestation forcenée? Eh bien non. Et là, j'obtins de mes élèves qu'ils jouent leur rôle avec sérieux. Ils vinrent me voir, ils le faisaient tous les jours, pour se tenir au courant de ce que j'entendais faire, et c'était pour me demander comment ils voyaient l'évolution de la situation. Je leur disais, l'évolution de la situation, prenez votre destin en main et décidez devant la faillite de l'institution, l'effondrement du pouvoir politique et de toutes les instances académiques, prenez vos responsabilités. Et c'est ainsi qu'ils décidèrent une assemblée générale avec représentants de tous les grévistes de France et de Navarre. C'était préparé de longue date, des cars arrivaient avec les délégations de toutes les académies et tout le monde se pressait précisément à Clermont-Ferrand. Qu'est-ce qui ressortit du grand amphi où s'étaient pressées toutes les délégations? Un vote, tout simple, pour ou contre la grève, qui se soldait d'un doublon pour ou contre Magnard. Je fus invité à cette grande assemblée. Je répondis avec politesse que j'étais sensible à leur courtoisie, mais que je faisais confiance à leur bon sens. Et au soir de cette journée, une délégation vient m'apporter le résultat de ce qu'avait été le débat d'amphi, l'Assemblée générale. On ne peut pas s'opposer au cours de Magnard. Magnard est au-delà de la Révolution. La Révolution n'a rien à lui enseigner. Qu'est-ce que ça voulait dire?
que ce que mes avocats devant le tribunal révolutionnaire avaient plaidé, c'était que Magnard, c'était 100% de reçu au bac. C'était tous les ans plusieurs normaliens mis à Ulm ou à Sèvres, à Fontenay ou à Saint-Cloud. C'était déjà des thèses soutenues par dizaines dans un encadrement qui n'avait rien d'une tutelle intellectuelle et qui était fait d'une écoute patiente du candidat. Magnard est au-delà de la Révolution. La Révolution n'a rien à lui apprendre. Alors, suivons son cours. Et ainsi, j'ai pu faire cours tout l'été 68, jusqu'à ce que je demande quand même quelques jours de répit avant de reprendre le collier, puisque le concours avait été renvoyé en octobre du fait des événements. Le concours vint à la date déplacée et confirmait le jugement de l'Assemblée générale, puisque, chose jamais vue à Clermont-Ferrand, la petite cagne du lycée Blaise Pascal voyait intégrer 4 de ses élèves. D'ordinaire, quand il y en avait un, c'était bien le miracle. Donc, j'avais fait mes preuves, j'avais donné la démonstration de la faillite du politique, de la nullité du syndical et de la nécessité de s'en tenir à l'ordre de toujours, qui ne s'invente pas, mais qui est transmis de génération en génération depuis que l'école existe. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Je les ai vus autour de moi plaider la déconstruction. La déconstruction à l'école, la déconstruction au lycée. Il est interdit d'interdire. Suppression de toutes les lois. Morale sans obligation ni sanction. Contestation de tout ce qui était requête d'une contrainte quelconque. Alors, qu'est-ce qu'on nous amuse aujourd'hui en nous parlant d'ensauvagement? Mais ce qui constitue la première mise en garde de la sauvagerie, c'est précisément la discipline scolaire. On porte atteinte à cette discipline, la sauvagerie ne peut pas ne pas envahir le cœur de l'homme, et cette violence latente qui habite toutes les générations, de toutes les époques, ne peut qu'exploser. Les ignorants, les escrocs qui aujourd'hui voudraient nous faire croire autre chose, feraient mieux de se taire. L'ensauvagement, il est provoqué précisément parce que on a dit non à la discipline scolaire en 68 et on n'a jamais voulu en démordre. On en est resté à cette remise en cause de la discipline. Eh bien, pour moi, ce mai 68 a été une très belle veillée d'armes. Pourquoi? Parce que je n'ai plus un seul jour à m'interroger sur ce que je devais faire. Pendant les années qui suivirent, où l'on vit une université haletante essayant de se mettre au pas du désordre et de la révolution, je n'ai jamais concédé une minute de grève ou d'interruption de cours à tous ces malfrats. J'ai continué mes cours, que ce soit à Dijon, à Poitiers, à Paris, sans jamais
céder à quelque injonction que ce soit. Il s'est trouvé une fois où la puissance publique ou l'impuissance ministérielle, l'impuissance académique, la veulerie académique s'en est abusée. C'était, je crois, en 73 à Dijon. Une de ces grèves qui éclatait tous les 3 mois et qui enflammait toutes les facultés de France. Une fois de plus, j'étais l'unique opposant. Une fois de plus, j'étais le seul à dire mon mépris aux instances gouvernementales, qui se discréditaient en voulant toujours se mettre du côté de l'insurrection pour s'en ménager en quelque sorte la complaisance. La grève durait déjà depuis plusieurs semaines et tenait toute la France. Je continuais mes cours comme si de rien n'était. Et je me souviens que cela donnait lieu à des commentaires dans la presse nationale, une anomalie, une sorte de fausse note dans l'obscène jouissance de la liberté d'agir. Un enseignant se permettait de continuer à enseigner. Des affiches furent placardées dans toutes les facultés de France on me faisait beaucoup d'honneur puisque j'étais simple maître assistant, mais on me qualifiait de professeur. Et j'étais le professeur fasciste. J'avais droit à un beau portrait charge de ma modeste personne, et ce portrait était affiché dans toutes les facultés de France et de Navarre. À Dijon, rien ne permit aux coupeurs de route de me détourner de mon cours. Je continuais à le donner. Mais c'est là que, dans une faculté voisine, qui était Besançon, certains naturels philosophes ou révolutionnaires, certaines graines d'anarchistes, je ne sais quoi, décida qu'il fallait mettre un terme à cette anomalie par un coup de force. Puisque les grévistes dijonnais ou bourguignons n'étaient pas capables de faire taire le professeur fasciste, on enverrait de cette faculté voisine un commando qui saura bien faire taire le récalcitrant. Le commando fut donc monté, 2 quarts de marxistes-léninistes et Mao's contexte, puisque telle était leur étrange appellation, se dirigèrent jusqu'à Dijon, investirent le campus, montèrent mes 4 étages et enfoncèrent mon cours. Ils renversèrent toutes les tables, ils tabassèrent
tous les étudiants qui ne voulaient pas quitter la salle. Et quand ils arrivèrent à mon estrade, puisqu'ils étaient arrivés par la porte du fond, je les reçus d'un coup de poing énergique dans la figure du meneur de jeu, qui eut aussitôt la figure en sang et qui ordonna le repli au nom de « le fascisme ne passera pas ». Je donnai ordre aux étudiants qui tenaient encore debout de remettre tables et chaises, et je déclarai aussitôt « le cours continue ». Et je notais devant leurs yeux étonnés, l'interruption aura duré un quart d'heure. J'ai donc dû concéder un quart d'heure à la chienlit durant toute ma vie, pas davantage. Mais je croyais avoir conquis le droit d'enseigner par là même. Car en effet, cet événement, disons, légitimait ma libre défense de mon droit à enseigner. Eh bien, voilà ce qui se passait. Rentré chez moi, je recevais un appel du recteur chancelier de l'université, ou président, je ne sais pas. Mais enfin, cette quincaillerie, on la met dans le même sac. Me donnant ordre de ne pas faire mon cours du lendemain, qui était un cours public, dans l'amphithéâtre Roupnel, qui contenait 2000 places. Ça va mal tourner, me dit le recteur, je vous donne ordre de suspendre votre cours. J'ai dû, une fois de plus, faire la leçon à mon recteur. Monsieur le recteur, il y a des ordres auxquels un homme d'honneur se doit de désobéir. Point. Le lendemain donc, j'arrive dans l'amphi, prévu pour cela. Il était noir de monde. Il n'y avait pas une place disponible. Et cela ne marcherait pas. Je ne voulais ni tant de honte, ni tant d'honneur. Je fis mon cours, au terme duquel je fus l'objet, non pas mon cours, mais le fait que j'avais tenu bon, d'une ovation de tous ces jeunes. Alors, rentrant chez moi, après avoir rassuré mon épouse, je lui ai dit aussitôt « appelons le recteur ». Et là, je me suis payé le recteur. Monsieur le recteur, je vous annonce que le cours s'est passé de façon impeccable devant un auditoire de 2000 personnes, aussi sages que les images, et que la grève au plan national est terminée. Si du moins mes collègues veulent bien entendre. La grève était terminée. La grève était terminée, mais pas la petite guerre. Elle continue aujourd'hui. Car en effet, celui qui avait organisé le commando des 2 autocars d'hommes cagoulés et armés de manches de pioche, qui était venu faire le coup de poing dans ma modeste salle de cours. Le leader, le penseur politique, le génial interprète des événements d'une époque, c'était un certain Jean-Luc
que vous connaissez tous aujourd'hui, il a comme nom Mélenchon. C'était une amitié profonde qui devait naître entre lui et moi, car je pourrais le citer chaque fois comme témoin de la honte de l'université, de l'effondrement des pouvoirs publics et de la crise d'autorité. Alors, la déconstruction, pour moi, ça a été quelques échanges de coups de poing, quelques bleus sur le corps, mais bien davantage encore, des bleus à l'âme. Parce que comment peut-on voir l'université se prostituer de la sorte et toute l'institution se vautrer dans le déni d'autorité, dans le déni de transmission, dans le déni de toutes les valeurs, dans le déni de toutes les évidences. Mais je sais gré à la Providence d'avoir permis qu'il n'y eut jamais de blessés véritables, de victimes, et que aucune fracture ne se soit introduite dans cette communion qui n'a jamais cessé d'exister entre moi-même et mes étudiants. Ils ne s'y sont jamais trompés et ce genre de combat n'a fait que les confirmer dans leur fidélité. Celui qui avait conduit le commando contre ma salle de classe et qui avait, de ma part, reçu ce coup de poing qui lui mit la gueule en sang, je devais le retrouver quelques années plus tard. Je faisais mon cours dans un des grands amphis de la Sorbonne lorsque je vis entrer quelqu'un que je ne reconnaissais pas, mais que je ne connaissais pas non plus comme étant de mes étudiants. J'avais appris à être prudent, à observer. Je continuais mon cours comme si rien n'était, tout se passa très bien. Et quand je voulus sortir par le petit hall à partir duquel on se rend à la bibliothèque de la Sorbonne, je vois un grand gaillard qui m'attend et qui m'ouvre ses bras, m'embrasse avec chaleur en me demandant pardon. Je lui ai répondu, je n'ai pas à vous pardonner, mais à vous remercier, car nous sommes désormais amis pour l'éternité. Malheureusement, Marc Sauté a été emporté depuis par un cancer. Mais avant de mourir, il n'a cessé de me manifester une fidélité retrouvée. Pourquoi? Parce que dire non à la bassesse administrative, à la lâcheté politique, au calcul sordide des ministres, secrétaires d'État ou administrateurs civils, c'est cela qui compte. Le contrat qu'il y a entre nous-mêmes et nos auditeurs
est un contrat d'une telle nature que rien ne peut le remettre en cause. Et c'est ça qui m'a appris à tenir bon. Si je n'avais rien à apprendre de 68, c'est bien parce que j'avais 100% de succès au baccalauréat, c'est bien parce que j'avais chaque année 4 ou 5 normaliens reçus à Huile-Moissèvre, mais c'est aussi parce que j'avais appris à mes auditoires qu'on ne saurait jamais tricher. Or aujourd'hui, nous n'avons plus que des tricheurs. Ce sont les tricheurs qui nous gouvernent et qui voudraient qu'on s'accommode d'un compromis avec le désordre, avec le déni de transmission, avec le déni de vérité, avec le déni d'humanité.